Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma méthode de travail pour définir une direction artistique séduisante et faisable, c'est très important. C'est-à-dire comment créer une belle DA et s'y tenir, en prenant comme exemple le jeu Caravan Sandwich. Euh, je vais vous parler aussi de la démarche artistique et des trouvailles de Tech Art. Donc pour me présenter, je m'appelle Charles, je suis donc directeur artistique sur des projets stylisés. J'ai travaillé notamment sur donc Caravan Sandwich et Road 96 et d'autres jeux avant. J'ai commencé il y a 14 ans sur des jeux mobiles, j'étais graphiste 2D. Aujourd'hui je fais des jeux en 3D sur un peu tous les supports et voilà. Dans cette presse, je vais vous parler du jeu, pour mettre un petit peu dans le contexte, vous montrer le concept initial sur lequel s'est basée cette direction artistique. Ensuite, on verra les solutions utilisées pour réaliser cette DA, en parlant surtout des décors. C'est la partie un peu sympa de la presse. C'est la pipeline triplanar, le level art, les rochers et les shaders. Et on finira par un petit récap. Et donc, pour vraiment mettre en contexte, je vais vous montrer le trailer du jeu. Ça dure qu'une minute, promis. Il y a donc une démo. Ah non. Ouf. Ok, donc ce jeu, Caravan Sandwich, c'est un jeu d'exploration narratif à pied ou en van, avec des gadgets, sur une planète pleine de ruines à explorer. C'est mon dernier projet. J'étais donc DA. J'ai travaillé 3 ans dessus, un peu moins de 3 ans, mais ça fait stylé de dire 3 ans. Bon, mais au départ, il n'y a pas, y a pas d'image, il n'y a que des mots. Les intentions créatives du projet, c'est une invitation à faire de l'urbex dans des décors de science-fiction, mais provençal, où on peut grimper partout. Donc, un environnement sci-fi, mais en Provence, c'est intéressant. Et une vision optimiste du futur, sans le cynisme habituel du genre. Un monde ouvert, non violent, avec des sociétés alternatives. Et ça fait beaucoup. Mais visuellement, on peut se simplifier la vie en résumant que c'est Miyazaki plus Stalenhag. Donc c'est deux artistes. Miyazaki, vous connaissez, j'imagine, c'est l'un des fondateurs de Ghibli. Et Stalenhag, c'est un artiste, donc celui de droite, un illustrateur qui invente des mondes assez intéressants de science-fiction. Et mis en combinaison, ces deux artistes, moi je trouvais qu'ils résumaient bien l'esthétique qu'on visait, c'est-à-dire le quotidien, l'esthétique de la débrouille et l'univers des friches industrielles. Donc on veut faire un monde ouvert. On est une douzaine, il y a pas mal de juniors dans l'équipe. C'est un scope un peu ambitieux. D'ailleurs, on voulait le sortir sur Switch aussi, donc un scope un peu plus ambitieux encore. Et donc on n'est pas beaucoup pour ce qui nous attend, mais on a des savoir-faire et il y a des opportunités. Donc en tant que DA, c'est un truc important de comprendre quelles sont les opportunités de l'équipe, du projet, tout en sachant quelles sont les contraintes. Donc comment faire pour définir une direction artistique séduisante et faisable. Donc
au départ, à la fin de la pré-prod, moi je suis arrivé avec ce concept art du jeu. Euh, donc la fin de la pré-prod, c'est en gros le début du projet, c'est au bout de 2 mois de travail, quoi, 2 à 4 mois de travail. Moi j'aime beaucoup commencer mes projets comme ça, parce que là l'idée c'est donc moi j'appelle ça un fake screen, et d'autres personnes l'appellent visual target. Euh, L'intention, c'est de faire un dessin fourre-tout qui tente de répondre à toutes les questions en même temps et en faisant semblant d'être une capture d'écran du jeu. Donc il n'y a pas le jeu, il n'existe pas encore. C'est censé être un jeu 3D, mais là je l'ai fait sur Photoshop. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de se projeter le plus précisément possible pour avoir donc une direction. Et donc à quoi ressemblera le jeu? Il y aura des personnages colorés avec des aplats, des matières suggérées, un style un style de brush, c'est pictural, un peu assumé, une végétation provençale. Bon là on la sent pas trop la végétation provençale, on verra que juste la slide d'après dans le jeu final on sent un peu mieux. Euh, mais l'idée c'était de faire provençal, désertique, un peu sci-fi, un peu genre le futur de la Provence, des ruines industrielles qui donnent envie de grimper dessus et d'aller fouiller. Et voici le rendu du jeu final, donc dans le moteur, en 3D. Donc côte à côte, entre ces deux images, il y a donc 2 ans de travail à peu près, un peu plus de 2 ans. À gauche c'est Photoshop, à droite c'est Unreal Engine 5, et de nombreuses choses sont similaires et c'était l'idée, hein. C'était d'avoir un cap maintenu, un challenge réussi de ce qu'on essaie de faire dès le départ. Donc je vais prendre comme exemple la palette de couleurs qu'on avait donc définie en même temps que le concept initial, le fake screen. Elle est saturée et joyeuse. Je voulais qu'elle évoque un peu la Provence, un peu la science-fiction, qu'il y ait un bon équilibre entre couleurs chaudes et couleurs froides, mais que ce soit toujours des couleurs lumineuses, franches. C'est un jeu optimiste. On voulait faire quelque chose qui est optimiste. Et donc là, c'est une autre capture d'écran du rendu final, cette fois-ci avec le petit van. Et, euh, et voilà, et donc cette palette de couleurs, on a essayé qu'elle se retrouve le plus possible dans le rendu final. Et c'est pas une mince affaire d'avoir des couleurs précises dans 3D, euh, des couleurs vibrantes précisément. Faire du noir, du gris, du blanc, ça va. Réussir à avoir une saturation en fait dans le pixel final 3D quand c'est un jeu unlit, quand c'est un jeu dynamique, là les lumières sont dynamiques, il y a de la global illumination et tout, il y a du tone, il y a du tone mapping. J'ai désactivé le tone mapping parce que il est justement le tone mapping, il vient faire son boulot mais il vient écraser les saturations. Euh, donc voilà, on a passé pas mal de temps à modifier toutes les valeurs de lumière, de texture, de machin et tout pour que le rendu final soit proche, en tout cas la palette de couleurs soit proche du concept. Et, euh, et donc ça c'était compliqué, mais ce qui était peut-être un peu plus facile c'était de choisir ces couleurs. Euh, c'est un exercice de soustraction. En fait on choisit de ne pas mettre du rose par exemple. Des verts très choisis, etc. Euh, L'idée c'était pas de mettre de noir non plus. Bon, il y a un petit peu des couleurs sombres, euh, mais le moins possible. Je vous présente un petit peu les personnages vite fait. Enfin, la line-up. Là, il y en a 8. Ouais. Il y en a je crois, une vingtaine dans le jeu final. Ils sont aussi euh, conçus depuis la palette de couleurs, même si ils s'en libèrent un petit peu pour certains, parce que pour faire 25 personnages avec une palette de couleurs réduite, au bout d'un moment, on décide que le rose, bon, finalement, c'est pas mal. En tout cas, ça permet de faire quelque chose de différenciant. Et le style de ces personnages, que je le formule un petit peu pour mettre le doigt dessus, c'est des proportions exagérées pour caractériser chaque perso,
Beaucoup de courbes, des têtes qui font 1/6 du corps, des grands yeux en amande, et peu de détails, surtout des zones lisses. Un travail sur la silhouette, en fait, on a réussi, on a eu la chance de pouvoir faire des silhouettes très différentes. Et, euh, et tous ces choix, en fait, ils sont autant esthétiques, pour correspondre à l'intention créative initiale, que pour réduire la quantité de travail nécessaire à chaque personnage. Parce que donc dans les mots-clés de base, dans les intentions créatives, il y a parler de communauté alternative. Donc une communauté alternative ou des communautés alternatives, ça c'est pas à deux, il faut un certain nombre de personnages. Et comme on l'a vu tout à l'heure avec le petit chiffre de l'équipe, on est une quinzaine quand on compte tout le monde. Euh, et en fait, dans l'équipe artistique, on est 3-4. Donc faire 20 personnages plus un faire, faut que ça tourne sur Switch, etc. Bon voilà, faut réduire ouais, la charge de travail. Et, euh, et en plus de ça, on veut pas seulement on veut les mettre en scène ces personnages. Donc il faut qu'il y ait de l'empathie envers eux, il faut pouvoir les trouver quand on se balade dans l'open world. Donc les silhouettes qui sont bien visibles, bien reconnaissables, en amande et tout ça, ça vient de ces contraintes. Donc cette direction artistique, c'est donc une somme de compromis qui répond aux intentions créatives, comme je l'ai dit, qui peut être réalisée par une petite équipe de 3 artistes. Et, euh, et donc, excusez-moi. Et donc voilà, donc toutes ces formes, toutes ces couleurs et tout, elles sont choisies pour simplifier le travail. Les détails, autant sur les personnages que sur les décors, sont suggérés, c'est parce que comme ça il y a moins de travail. Et maintenant je vais vous parler un petit peu plus des décors, et pas du petit canard qui se balade au second plan. Je suis désolé. Donc au départ on avait défini un concept art, donc le fake screen, qui nous a servi de base. On avait aussi des références qui nous permettaient de préciser en fait quelles étaient les raisons pour lesquelles on faisait ces choix. Donc ça, c'est une des rêves pour les décors. C'est une étude rapide de Simon Mundell, un style qui fait bien apparaître, non, bien disparaître, pardon, les détails, qui simplifie les formes, qui met l'accent vraiment sur la lumière. En fait, c'est la lumière qui va sculpter la pièce, qui va donner le caractère de l'image, et ça simplifie beaucoup le décor. Il y a des objets là-dedans, c'est presque des cubes en fait. Et moi, ça me plaît beaucoup qu'on puisse simplifier comme ça, tout en gardant une certaine richesse de graphique, parce que bon, on doit faire un open world. Donc, depuis cette ref et le travail en amont de préparation de concept, euh, moi j'arrive à du coup des règles pour créer des props. Donc il n'y aura pas de sculpt. C'est long, puis il faut faire de la retopo, il y a du bake et tout, on va pas faire ça. Pas de normal non plus, parce que ça sert à rien, les normales. Et, en tout cas, dans notre style. Habituellement, c'est pour rajouter des détails. Et là, on a envie justement de simplifier les choses, de faire parler la géométrie. Parce que donc, le style des décors, il est, contrairement aux personnages qui sont un peu ronds, un peu chaleureux et tout, les décors, eux, là, ils sont un peu plus tranchants. Et ça tombe bien parce que les formes géométriques comme ça, on peut les faire en géométrie, quoi, en géo. Et on peut carrément se passer de faire un set de textures par props, avoir le Graal de ne jamais avoir à déplier des UV. C'est carrément cool de se rendre compte de ça au début de la prod, parce que là on sent que même à 3 on va réussir à le faire, cet open world. Enfin, en tout cas on a des chances d'y réussir. Ok, mais du coup comment
on obtient des couleurs et un effet coup de brush sur ces props. Je vais vous prendre l'exemple de l'arche en pierre rouge, là, au tout premier plan, et on va voir comment ça fonctionne. Donc là, dans la vidéo, je vous montre que je déplace, je modifie un cube, je l'étire, je le bouge, je le tourne. Le cube, il utilise donc un shader. Et ce shader, c'est du triplanar mapping, donc ça vient prendre une texture qui est faite pour ça, qui se répète dans les deux axes, et ça va la projeter dans les trois axes de la 3D, donc X, Y et Z. Et donc, en fait, chaque enfin, n'importe quel modèle va pouvoir avoir cette texture-là et jouer un peu entre la texture et le modèle. Ça s'adapte. Ça s'adapte, c'est magique. C'est du triplanar mapping. Un exemple un peu plus parlant, donc c'est avec le props de l'arche. Donc il y a un seul props pour l'arche entière. Et là, on voit bien que donc avec ce modèle que j'ai mis à gauche, là c'est le modèle à gauche, c'est pour vous montrer que le modèle n'est pas très complexe. Je ne sais pas, il doit y avoir 500 triangles, peut-être un peu moins. Et une topologie pas très réfléchie. Mais c'est pas grave parce que justement, il n'y a pas de topologie à réfléchir. On projette la texture et on peut faire des trucs sympas. Donc, comme elle n'est pas attachée, la texture, elle n'est pas attachée à l'objet, on peut dupliquer et déplacer un peu l'objet et du coup la texture, elle va sembler différente, en tout cas avec des petites variations entre chaque props, chaque occurrence de props. Et aussi, moi, ce que j'aime bien, c'est que on peut étirer l'objet de manière non uniforme, c'est-à-dire qu'on peut l'étirer dans un seul axe, et la texture, elle dit OK. Et ça, c'est encore une fois un petit peu... Enfin, c'est même très très cool. On verra un peu d'autres exemples après. Mais normalement, on ne fait pas ça, et là, ça donne justement une énorme polyvalence des props, de pouvoir en faire un peu ce qu'on veut, de les réduire, de les étirer, de faire, voilà, là j'essaie de faire, je sais pas, une sorte d'arche un peu plus complexe avec des, je sais pas comment on appelle ça en architecture, mais voilà, des niveaux d'arche, et mon prop c'est pas assez long, donc je les tire un peu pour avoir un tunnel un peu plus profond, etc. Et, euh, et c'est donc comme ça qu'on a construit les décors du jeu, avec une vingtaine de textures. C'est génial de pouvoir faire que 20 textures pour un jeu entier. Des props très rapides à créer. On a ainsi pu passer du temps à faire des mises en scène, à faire du level art. C'est parti. Non, c'est pas parti pour le level art. C'est juste après. Là, c'est juste une présentation d'une de nos scènes de test. Enfin, de présentation, là, ça s'appelle Showcase Props. Il y a 1500 props à peu près. 1500 props qui sont très faciles à faire, du coup. Enfin, c'est pas un props Sculptri Topo, Bake, Painter, etc. Tu galères avec tes 4 textures qu'il faut sRGB. Bon, ouais, non, il n'y a pas tout ça. Voilà. Et 1500 props qui sont donc avec une densité de détails dans la géométrie qui est assez simple. On laisse parler les textures. Voilà, on regarde plutôt de manière générale. On laisse parler la lumière aussi et les couleurs. Bon. Donc je vous donne un exemple. Je vous montre un exemple de level art avec ces props. Bon, je travaille pas à cette vitesse. Là, c'est x2, je crois. Mais c'est quand même très rapide, je trouve, pour positionner des objets, faire une petite scène qui raconte un truc. Bon, là, ça raconte pas grand-chose, mais il y a quand même... c'est comme ça qu'on a fait tous les décors, en faisant du coup des duplications assez régulières de props parce que c'était possible. Et en utilisant aussi petit joker, en utilisant des décals. Donc là, c'est les graffitis là, sur le sol. Ça vient ajouter un peu de détail. C'est cheaté, les décals. Et encore un autre exemple, cette fois-ci avec donc les rochers. Donc là, vous allez voir que je continue à tordre de manière non uniforme les petits props qu'on vient de demander.
grâce à cette liberté de positionnement, par exemple avec les rochers, là, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Il y a beaucoup de découvertes fortuites quand on faisait le level art. On se rendait compte, enfin on se rendait compte. On avait la possibilité voilà, de faire un petit rocher en L, alors qu'on n'a pas fait le module en question. Ou alors une sorte d'escalier. Enfin, ce qui permet donc de réduire le nombre de props. Donc voici toute la collection des rochers. Le kit, il y a 25 modules à peu près. Donc le rocher qu'on a vu juste avant, là, il faisait à peu près 10 mètres par 10. Il est tout en bas à gauche. Est-ce que j'ai mon petit curseur? Non. Bon. Voilà, c'est un des rochers en bas à gauche. Il y a un petit arbre et le van for scale. Euh, on en a fait des très gros des rochers avec donc très peu de détails sur les rochers en question. Celui en haut à droite, il y a très peu de détails pour les lointains. Mais 25, en fait, c'est assez peu pour faire un monde rocailleux je sais plus, plusieurs kilomètres carrés, avec du coup une différence d'échelle où on peut se balader à pied et c'est sympa, et on peut se balader en van et c'est sympa, on peut voir de loin et c'est sympa. Il y a, Ces 25 rochers permettent de tout faire. Et on est arrivé à ces formes-là de rochers, etc., par itération. En fait, au départ, on a fait des rochers de type très grey box, genre juste des cubes avec quelques étirements et tout, pour tester un petit peu ce que ça donnait, les utiliser en level design et voir que peut-être qu'il y en avait certains dont on n'avait pas besoin. Donc assez régulièrement, on les transfère. Ceux qui n'étaient pas utilisés, en fait, on les mettait. Moi, je leur mettais un matériel rose pour dire plus d'utilité de ce truc à la prochaine milestone. On les supprime du projet. Et ça permet du coup de gérer un peu la. Alors, c'est peut-être une appropriation culturelle ce que je fais, mais ça permet de gérer la dette technique du graphisme. C'est-à-dire, on se coltine pas les 70 props alors qu'on n'en utilise qu'une vingtaine. Et donc on regarde le nombre de props gérables pour se concentrer sur un minimum, ceux qui sont les plus polyvalents et ceux qui sont les plus utilisés de toute façon, pour avoir le temps de les peaufiner. Euh, donc une fois qu'ils sont peaufinés et tout, c'est sympa. Et là, dans cet exemple, une petite capture d'un des trailers dont on s'est occupé. Là, il doit y avoir une dizaine de cailloux différents. Du coup, c'est assez rapide à faire avec cette technique d'étirement et tout, de la texture qui vient du coup s'adapter, qui est triplanar. Pour faire ce canyon, ça a dû prendre une journée. Après, il y a peut-être eu une phase où placer la végétation et tout. Avec les outils d'Unreal, c'est aussi très pratique, très, très rapide à faire. Bon, bref, donc c'était assez rapide à faire le level art et donc il y avait du temps pour polish. Mais concentrons-nous sur un rocher. Euh, j'ai dit no sculpting. J'ai dit no sculpt, pas de ZBrush, oulala, c'est pas bien. Mais alors, comment sont faits les détails? Parce qu'en fait, là, il y a un petit peu des détails quand même. Ils sont simples de prime abord. Mais de près, on voulait suggérer quand même la matière. On voulait avoir une certaine richesse dans les edges. Le calcaire qui s'effrite. Bon, on a essayé de revivre la Provence avec des strates plus ou moins courbes. Euh, ce rocher, il fait presque 9000 triangles, je crois, ouais, 8718. Pour un petit rocher de 10 mètres de long, c'est compliqué à faire à la main si on ne fait pas de sculpt, si on ne fait pas de ritopo. Donc non, on n'a pas fait ça. On a utilisé une stack de modifiers dans Blender, qu'on voit donc à droite là. Je vous montre en fait ce que ça donne avec cette stack de modifiers. C'est live. En fait, la stack de modifiers, elle s'applique constamment sur une géométrie qui est hyper simple, en tout cas qui est facile à modifier. Et donc au départ, en fait, c'est des cubes qui sont subdivisés et puis ensuite modifiés un petit peu. On en est au point où en fait on réfléchit à la position de chaque vertex. Et ensuite,
la moulinette des modifiers fait sa magie, quoi. Je suis très friand de ce genre de solution technique, moi, parce que ça vise à être efficace et en même temps ça donne un style. Parce que ces géométries un peu, un peu simples là de départ, elles permettent donc de définir la forme simple générale du props final. Et ensuite, les modifiers, ils viennent un peu ajouter ce grain de la géométrie. Ça vient donc, en gros, ça fait remesh. Est-ce que je peux passer avant? Ouais. Ah non, mais c'est après, pardon. Non, c'est pas après, pardon. Donc ça fait d'abord remesh. Et donc en fait, ça vient combiner tout ça, tous les petits, toutes les géométries simples, ça vient les combiner, mais d'une manière pas complètement parfaite. C'est pas une combinaison booléenne, c'est une combinaison de type un peu comme dans ZBrush. Je parle d'un truc que je connais pas. Voilà, ça vient un petit peu faire combiner tout ça comme une sorte de grille voxel, et donc des fois ça rate un peu, et ensuite quand du coup on simplifie ce mesh là, ça fait des cassures, ça fait des trucs sympas. Et, euh, et voilà, et donc je compare avec le fake screen de base. Cette solution technique, elle apporte un style, mais on l'a choisi aussi pour que ça corresponde au style choisi. En tout cas, ça simplifie le travail et ça donne le résultat qui, de mon point de vue, était le plus proche des intentions de base. Euh, et c'est ce genre de choses, en fait, il y a plein de petits trucs sympas qu'on a trouvés comme ça au cours de la pré-prod et qu'on a ensuite appliqué. Il n'y a pas que ça, il y en a encore un autre. Pour être encore plus adaptable, les teintes des objets, donc, elles sont paramétrables. Encore une fois, ça permet de faire beaucoup avec peu, de créer de la diversité rapidement. Mais du coup, ça peut vous sembler peut-être un peu magique. En tout cas, j'ai envie de vous dire comment ça fonctionne. Euh, j'ai dessiné les textures donc dans Photoshop, puisque en fait, il n'y a pas besoin d'avoir une correspondance directe entre la texture et les modèles 3D. Je les réfléchis en séparant, en faisant des calques séparés, et donc en faisant un calque qui serait la couleur. Donc là, c'est la texture, le fichier de bois. Et donc là, pour tester, quand je faisais ma texture, quand j'ai conçu ma texture, j'ai choisi une couleur de bois comme si ça avait été peint en bleu. Et, euh, et donc, si on modifie cette teinte-là, enfin ce calque, qui était juste en fait un aplat, le calque d'en dessous et le calque d'au-dessus vont se combiner avec la magie du blending dans Photoshop. Et, euh, et en fait, cette teinte-là, dans le moteur de jeu, c'est la vertex color de chaque vertex, qui va être utilisée donc dans le shader pour faire la même chose que ce qui se passe dans Photoshop. Donc en réalité, mes textures, elles ressemblent pas à ça, elles ressemblent plutôt à ça. Et, mais je les ai quand même réfléchies avec une teinte qui est ensuite modifiable. Et donc je peux choisir mes couleurs précisément. Euh, de base, en fait, si on enlève la couleur, ça ressemble à ça. Et ça, c'est sympa, ça permet de travailler plus rapidement et de manière plus itérative. C'est-à-dire on a fait un props, il a des bons coups de brush, il a une bonne forme et tout, mais il n'a pas la bonne couleur. Bon, on n'a pas besoin de repasser par toute la pipeline, bake. Et, euh, et ça simplifie le truc. Euh, D'autres petits trucs sympas à montrer, c'est le shader qu'on a utilisé pour le terrain. Un terrain, ça se voit plutôt beaucoup dans un jeu à la troisième personne. Donc c'était important d'avoir une richesse sur ce terrain.
Et en fait, le terrain, là, il a presque rien de particulier parce que un shader de terrain, c'est souvent, utilise souvent des splat maps, c'est-à-dire que ça vient combiner plusieurs textures en regardant en fait où est-ce qu'on a mis euh, une valeur, donc où est-ce qu'on a mis plus de euh, bon, c'est une texture qui vient dire est-ce que je veux plus de sand, j'arrive pas, de sable, est-ce que je veux plus on avait une 5 ou 6 je crois, textures différentes là pour le terrain. Mais la particularité de notre shader, c'est que donc on s'est basé sur cette logique-là, mais on a voulu faire du hate blend et donc on a il y a ces textures-là, et puis il y a des textures qui sont correspondantes à chacun de ces types de sols, et qui vient dire si c'est plus ou moins profond, ce qui permet, quand on combine les deux textures, quand il y a deux textures au même endroit, de choisir laquelle on va voir en fonction de l'information de profondeur. Mais dans les jeux classiques, cette transition, elle se fait de manière, enfin, ça fait un blend, alors que nous dans notre style graphique, on voulait un truc franc, donc en fait, ça vient dire oui ou non. Est-ce que c'est du désert? Est-ce que c'est du sable? Voilà, donc ça vient faire un threshold et créer ces effets de brush, en tout cas cet effet bien 2D, bien pictural qui vient donner ce truc stylisé. Et Et donc, je vais continuer à vous parler un petit peu des couleurs et des shaders. On va parler de la protagoniste qui s'appelle Sauge. On joue Sauge, donc un peu de contexte. Dans ce jeu, on peut grimper partout. Sauge, il faut qu'elle soit énergique, il faut qu'elle soit agile. On a décidé qu'elle serait urbaine. Il y a une backstory où elle vient de la ville, elle vient même de la station spatiale. Et, euh, et son style, en fait, il contraste avec les autres personnages. C'est l'égérie de la palette de couleurs aussi. En tout cas, elle essaie de les avoir toutes. Et c'est très pratique d'avoir un personnage aussi contrasté comme ça, parce qu'il est lisible sur tout. Il est lisible sur n'importe quel fond. Si le fond est bleu, elle est lisible parce qu'elle a des cheveux roux. Si le fond est rouge, elle est lisible. Bon, voilà. Et elle n'a pas été facile à concevoir, donc là c'est le petit. Enfin, c'est assez marrant de parler de ça parce que donc vous avez vu le concept art initial, le fake screen. Comme on n'était pas beaucoup, on n'a pas fait beaucoup de concept art. En fait, on n'a pas fait d'autres concept art que le fake screen. Et, ce dessin-là à gauche, c'est un peu le seul aussi dessin un peu précis de concept, comme on pourrait dire, enfin, ce qu'on entend par concept art. Il n'y en a pas d'autres quoi dans le jeu. Il y a que des moodboards et des discussions sur Discord. Et sa chevelure aussi a été un peu intéressante à faire. Mais je vais vous parler de ses couleurs, spécifiquement de ses ombres. Parce que vous l'avez remarqué, les personnages, ils ont un rendu différent du reste du décor. Moi, je voulais qu'ils ressortent bien, à la manière des dessins animés où les personnages sont dessinés sur des celluloïdes, où donc il y a une vraie différence de matière de rendu. Et ça permet d'améliorer la lisibilité du jeu. Quand j'ai dessiné le concept initial, moi j'ai choisi moi-même les couleurs, parce que je suis sur Photoshop et que c'est la liberté absolue. J'ai choisi les couleurs quand des endroits lumineux, mais aussi des ombres. Et, euh, et en fait, déjà dans Photoshop, jour 1, j'avais l'impression que juste assombrir la couleur vers le noir, ça allait pas marcher. Ça allait pas faire un truc euh, euh, lumineux, riche et franc et optimiste et youpi. Donc, j'ai voulu recréer cette logique en 3D. Donc, on ressort les compétences shader et les vertex color. Sauge, comme du coup la majorité des personnages, ont deux sets de vertex color. Les vertex color qui vont être utilisés quand, aux endroits où elle sera éclairée, et d'autres vertex color, les vertex color dark, qui seront utilisés quand elle sera dans l'ombre. Euh,
Donc chaque face a sa couleur. Mais le compromis à faire, c'est que ça remplace complètement. En fait, en gros, ça, c'est un shader unlit, presque. C'est-à-dire qu'il vient remplacer complètement tout le travail de calcul de la lumière du moteur graphique. Et c'est un compromis parce que là, en fait, j'ai choisi mes couleurs. Donc, si j'ai une lumière plus forte, une lumière bleue, une lumière voilà, un peu différente ou quoi, ça ne va pas être pris en compte par mon shader. Donc, dans un endroit sombre, Sauge sera lumineuse, quoi. Alors c'est pas forcément ce qu'on veut, mais c'est pas très grave parce que ce compromis, on l'accepte en disant il n'y aura pas d'endroit sombre dans le jeu. Il y aura toujours une sorte de lumière ambiante qui va correspondre à cette vertex color dark. Donc vous aurez sûrement remarqué que moi je réfléchis d'abord dans Photoshop et que ensuite je me prends la tête à refaire ça dans le moteur de jeu. C'est vraiment ma technique, c'est parce que j'ai un background 2D que c'est comme ça que j'aborde des problématiques de style. Je vise une image précise en fait et j'essaie de m'en approcher ensuite le plus possible. Je compare régulièrement en fait l'état du jeu à chaque milestone. On avait une scène de test qui essayait de refaire le fake screen de départ. Et donc là, à chaque fois, c'est des screenshots à différents niveaux, à différents moments de la production de cette scène de test, avec donc le personnage. Cette image initiale, elle permet à l'équipe artistique d'avoir une direction hyper claire. Et c'est pour ça qu'elle est très... c'est primordial en fait de pouvoir produire au départ ce genre d'image, en tout cas dans ma manière de fonctionner. Et ce fake screen, du coup, c'est une image qui se doit d'être ambitieuse, parce que du coup là, on projette un truc où on se dit, ok, le jeu ressemblera à ça, donc il faut pas être trop... Enfin, faut être confiant dans la capacité à faire ensuite en 3D tout ça. Mais aussi, il faut que ce soit honnête, il faut que ce soit réalisable, faisable. Donc, pour récapituler, comment définir une direction artistique et s'y tenir? Moi, je conseille vraiment en premier lieu de suivre un cap. Donc ça n'a pas forcément besoin d'être un fake screen, ça dépend de ce que vous arrivez à produire. Par exemple, Half-Life 2, par exemple, ils n'avaient pas de fake screen parce que c'est un jeu réaliste des années 2000, enfin de 2000, et donc en fait, eux, ils sont allés prendre des photos d'endroits qui correspondaient à l'ambiance, et ensuite, ils ont essayé de créer le plus fidèlement possible ce genre de choses. Mais bon, pour un jeu stylisé, ça vaut le coup d'essayer de faire un concept art qui fait semblant, qu'on pourrait mettre sur un écran de store et dire ouais, trop bien, et se projeter comme ça. Donc suivre un cap, ça sert de témoin et de référence. Cette image, il faut qu'elle soit remarquable, en tout cas la DA, pour qu'elle soit séduisante. Il faut qu'elle soit remarquable, en tout cas, il faut qu'elle soit identifiable. Donc là, l'idée, les choses dont je vous ai parlé qui correspondent à ça, c'est la palette de couleurs, les rendus différents des décors, des personnages. Il faut aussi, c'est très utile aussi de réduire la charge de travail. Donc Delphine en a parlé hier un petit peu, enfin même beaucoup dans sa présentation. C'est la même idée, c'est de réduire la charge de travail pour chaque props, la charge de travail pour créer des scènes ou des personnages, et réfléchir de manière intelligente, trouver des petits trucs sympas. Voilà. Moi, je les invente pas de nulle part. Ces techniques, la technique du rocher et tout, j'ai vu ça sur les réseaux. Ensuite, j'ai essayé dans mon coin. Je me suis rendu compte que ça marchait et que c'était cool et que
pouvait correspondre au style qu'on avait. Donc voilà, c'est ce genre de choses, ce genre de veille qui est coûteuse à faire parce que les réseaux sociaux, c'est chiant, mais c'est là que qu'on partage, que la communauté game dev partage ses découvertes. Et un dernier point qui est peut-être un petit peu sous-jacent du début à la fin de ma presse, c'est que ça vaut le coup, de mon point de vue, de prendre le temps d'aller vite. C'est-à-dire de se poser, de faire de passer du temps à faire un shader un peu compliqué de triplanar ou alors un truc de terrain voilà, tu passes une semaine dessus, tu travailles sur 2 mètres carrés mais dans l'idée de pouvoir passer à l'échelle ensuite, de pouvoir dire ok, maintenant ces 2 mètres carrés ils sont comme il faut, ils sont bien, ils sont faciles à passer à l'échelle et à faire un open world d'un coup. L'exemple parfait, c'est les textures triplanars. Il y a 20 textures, ça prend du temps de faire 20 textures avec du coup la diffuse et la roughness. Euh, et, euh, mais une fois que ça c'est fait, eh ben c'est bon, il n'y a plus de texture à faire. Ça permet d'aller plus vite. Et, euh, et voilà. Et pour toutes ces idées de simplification, c'est encore une fois, c'est pas un truc qui est inventé comme ça de but en blanc. Moi, je suis vraiment trop content que cette communauté d'artistes dans le jeu vidéo soit autant dans le partage. Donc, si vous avez du temps pour vous documenter, si vous avez du temps pour partager, c'est super. Je vous conseille vraiment de faire ça et je mettrai des likes. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous servira. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que la dernière fois, j'en avais pas eu des questions. Donc voilà. Et vous pouvez m'envoyer des messages ou quoi à cette adresse. Merci. Ouais, je vais te le renlever après. Donc du coup, on va passer aux questions. On est pile dans les temps, donc on va avoir droit à 15 minutes de questions. C'est super. Donc n'hésitez pas à lever les bras. Super. Je te rends celui-là. On n'a pas le droit de faire des questions comme ça sans. Ok, donc je redis la question. C'était la question c'est sur les lumières, comment ça s'est passé et sur Unreal, qu'est-ce qu'on a fait en fait? Ok, ben on a essayé aussi de se simplifier la vie là-dessus. Euh, on a accepté le compromis d'utiliser une lumière dynamique. Donc en gros, on a une directional light, une ambient light et c'est tout. Et tout le reste, en fait, c'est de l'illumination globale, donc c'est Lumen avec Unreal qui fait tout le travail. Il y a très peu de lumière de mise en scène. Il n'y a pas de point light. Il y a pas de. Enfin, si, il y en a de temps en temps dans les endroits un peu sombres où on vient mettre une petite point light dans une salle qui fait la taille de cette pièce en disant OK, il y a une point light pour donner un peu de luminosité à l'endroit. Mais c'est tout. Ça a permis aussi de ne pas passer du temps à lighter quoi que ce soit. Et encore une fois, de passer en combiné, je pense que j'ai passé plusieurs jours à modifier les petites valeurs de lighting général, d'ambient light, de directional et de global illumination. Pour que, là on le voit un petit peu, il y a de la lumière indirecte qui vient du sol sur le rocher là, et qui fait la, enfin, le côté chaleureux du jeu, quoi. Voilà. Donc la global illumination, c'est bien.
D'autres questions? Je vais essayer de me déplacer dans la salle, mais gardez les bras levés après la prochaine question. Mais de toute façon, vous aurez le temps d'échanger également, hein, si jamais. Du coup, moi, ma question, c'est par rapport au tone mapper, parce que j'ai l'impression qu'il fait chier tout le monde sur Unreal. Et du coup, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez décidé complètement de le désactiver, du coup? Je crois qu'au final, il n'est pas désactivé totalement, mais c'est vrai que pendant un temps, je voyais la différence entre le travail qu'on faisait dans Blender, parce qu'on a fait aussi les shaders un peu dans Blender en préparation, et le rendu qu'on avait dans Unreal. Je me disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe avec ces couleurs là? Et en fait, à un moment, j'ai cliqué, donc j'ai désactivé tone mapping, et c'était beaucoup mieux. Et c'est vrai que en fait, de base sur Unreal, il y a plein de trucs qui sont cochés pour faire un effet super next-gen machin. Et le tone mapping, c'est très compliqué quand on fait un jeu stylisé. Moi, je conseillerais du coup de le réduire au maximum. Je crois qu'on a quand même un petit peu de tone mapping, mais il est hyper resserré. Enfin, en fait, on n'a qu'une seule directionnelle, donc je continue avec l'histoire des lights là. On n'a qu'une seule directionnelle qui fait genre 5 lux, un truc comme ça. Enfin, ça n'a rien de physique based. Et, euh, et du coup, ça permet donc de ne pas avoir les transitions. Je sais plus qui parlait des transitions GoPro. C'est quand tu passes d'un endroit éclairé à un endroit sombre, tu as une sorte de mise à niveau de la luminosité et tout. Et, euh, et ça, en fait, c'est horrible sur les couleurs et tout. Donc, ouais, si ça t'intéresse, tu pourras. Enfin, Ouais. je pourrais t'envoyer, te montrer précisément ce qu'il y a dans le tone mapping du jeu actuel. Mais je suis Mais curieux. je crois que j'ai pratiquement désactivé tout. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la conférence, c'était génial. Et moi, j'ai une question un peu plus peut-être globale, personnelle en gros. Genre, est-ce qu'il y a eu des phases, enfin, vu que ça a l'air d'être un travail qui a été vraiment très référencé avec des références très fortes et du coup très artistiques, est-ce qu'il y a eu des phases un peu de frustration par rapport à ces références-là? Parce que du coup, c'est des styles qui sont quand même toujours un peu compliqués à adapter en 3D. Et du coup, j'étais curieuse de savoir sur quelles étapes ça a pris, en gros, par rapport aux ambitions d'un travail, du travail 2D qui a été fait, d'arriver à le retranscrire en 3D, combien de temps ça a pu prendre, si ça a été fluide ou quoi. Voilà. Ouais, ben, comme on a pris le temps d'aller vite, on a mis du temps à arriver à quelque chose qui ressemblait au fake screen. Et du coup, pendant longtemps, euh, il y avait l'équipe qui disait mais il ressemble à rien ce jeu, ça va pas. Donc voilà, il fallait y croire. Mais non, après précisément en termes de références, ben, honnêtement ça a été la boulimie des références. On en avait de partout. C'était peut-être pour le prochain projet j'en ferai moins, parce que là on avait un board. On travaillait en télétravail, donc tout était facilement documentable, mais du coup il y avait un board immense de références. Il y en avait trop, et du coup, moi, je passais pas mal de temps aussi à essayer d'organiser les références, c'est-à-dire, ok, les références de sol, par exemple, de style, les références de style, par exemple sur le sol, je vais les classer en genre du plus simpliste au plus réaliste, parmi toutes les références qu'on a choisies qui sont déjà un peu dans le style, faire une sorte tu sais, de dimension, enfin de une dimension de toutes les références, en disant ok, nous on serait là. Donc en fait, toutes les références de gauche elles sont intéressantes, mais peut-être pas forcément. Enfin voilà, on avait une sorte de hiérarchie de références, et et je crois qu'au final, ce qui a permis de pas être trop frustré, c'était d'en ériger une référence, donc encore une fois le fake screen, en disant c'est celle-là qui fait ref. Bonjour, merci beaucoup, super intéressant. J'ai adoré la DA de Caravan Sandwich, donc merci d'expliquer tout ça. J'avais une question par rapport au fait que vous modifiez et tiriez énormément de props, notamment les rochers.
Comment est-ce que vous gérez ça en parallèle avec les metrics dont le LD, l'animation et tout a besoin? Parce que c'est un univers où on peut grimper, sauter partout, conduire partout, monter des pentes. Comment est-ce que c'était pas trop un cauchemar après en test, en QA, de tester de grimper partout, voir si ça fonctionnait avec les props modifiés? C'est une excellente question. En fait, on s'est quand même donné plus ou moins des règles d'étirement, en disant qu'il y en avait certains. Au départ, en fait, l'étirement, on avait fait comme d'hab, on s'était dit c'est pas possible, on n'a pas le droit. Et au bout d'un moment, en fait, on a dit ok, vas-y, c'est trop marrant, on étire et tout. Et, en fait, comme on itérait assez régulièrement sur les props et précisément sur les props des rochers, parce qu'effectivement, c'est un des gameplays importants du jeu, c'est de pouvoir grimper partout et donc pouvoir grimper sur les rochers. En fait, les rochers, il y a deux catégories, il y a les rochers grimpables et les rochers pas grimpables. Et en fait, les rochers qui sont grimpables, si tu les étires beaucoup trop, ça devient des rochers non grimpables, parce que c'est pas un flag, c'est juste est-ce que la marche est assez haute pour Sauge pour monter dessus. Et du coup, je crois que c'était un peu au feeling, on les étirait et puis si ça passait pas, si ça posait problème ou quoi, on playtestait beaucoup. Il y avait régulièrement des petites balades parce que le jeu est marrant à se balader en van, donc en fait on s'est baladé en long, en large, en travers dans notre monde et donc dès qu'il y avait un petit souci, il y en avait tout le temps, dès qu'il y avait un petit souci, on remodifiait. Voilà, mais on a une scène de Matrix aussi, une scène de test de Matrix. Mais là, c'est un peu. Ouais, ça nous a permis de faire ensuite nos props qu'on pouvait ensuite étirer de manière raisonnable. Voilà. Du coup, je reviens un peu sur la question qu'il y avait eu, pas celle-là, mais celle d'avant, sur le temps de la réalisation et le fait que au départ le jeu ressemblait pas forcément à sa version finale. Sur comment est-ce que vous avez fait pour communiquer avec tout ce qui était l'extérieur, donc c'est à la fois potentiellement le public, mais surtout les éditeurs. C'est-à-dire que est-ce que vous avez attendu d'avoir la vision artistique qui soit vraiment très très proche de la fin pour contacter les éditeurs et qu'ils aient une vraie vision qui soit proche de la fin? Est-ce que vous avez communiqué avec des key art plutôt? Comment est-ce que ça s'est fait? Moi, je présente le projet de manière un peu idyllique là. En réalité, il y a eu deux phases du projet. Il y a eu la phase avant la pré-prod et avant la signature. C'était une phase en gros où il y a eu une démo qui avait été faite et c'était pas du tout cette DA. C'était différent quoi. Et quand on a commencé la prod et qu'on a décidé que ça allait être open world avec plein de gens et tout, plein de personnages, c'est là où moi j'ai fait ce concept et où on est parti là-dessus. Mais du coup, l'éditeur il a signé pour un jeu qui ressemble pas du tout à ça. Et je pense que ensuite ça a été effectivement une histoire de s'il vous plaît faites-moi confiance. Mais après, on avait donc ce fake screen qui permettait de dire si les gens acceptaient d'avoir confiance, à quoi ça ressemblerait. Parce que ça s'est arrivé assez tôt. Et ensuite, ensuite, en vrai, on a fait notre campagne marketing à la fin, hein, quand le jeu était pratiquement fini. Et d'ailleurs, je trouve que s'occuper soi-même. Alors, c'est touchy comme sujet, mais je trouve que s'occuper soi-même du marketing en tant qu'équipe artistique, si ça peut passer dans le planning qui est déjà trop serré, si ça peut passer, c'est très intéressant. Je trouve en tout cas, moi, de mon point, de mon rôle, qui est du coup d'essayer de faire le jeu le plus séduisant possible, de faire l'exercice de le présenter en trailer, de le présenter en screenshot. Ça, c'est super efficace en fait sur mon propre travail. Donc je faisais des screenshots moi et je me rendais compte en fait que ce prop c'était dégueulasse, etc. Machin. Et pareil pour les trailers. Pour revenir à ta question, je pense que c'était surtout trust de process quoi. Trust de process s'il vous plaît. Voilà. Merci. Et ils ont bien fait de vous faire confiance. Je pense qu'on ne va pas avoir le temps pour plus de questions.
Mais si jamais vous voulez descendre, discuter, c'est possible. Et en attendant que la prochaine conférence se mette en place. Merci.